Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 4 qui s'étale du 19 au 25 janvier, que je n'ai pas enregistré en temps et en heure. Là, je l'enregistre 3 jours après que cette semaine-là se terminer, au l'enregistrer petit à petit pendant. Parce que la semaine dernière, je terminais de rattraper les épisodes précédents pour pouvoir sortir celui-là en temps et en heure, dimanche 1er février à 15h. Donc bienvenue, on est tous dans le même rythme, ça fait plaisir. Au programme du jour, 7 mangas de 5 séries différentes. On aura du Hunter x Hunter, du Pokémon Écarlate et Violet, du Pokémon La Grande Aventure Ruby Omega et Saphir Alpha, du Dandadan et du Undead Unluck. Petit programme sympathique. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Gros rattrapage du coup, des épisodes qui restaient. Celui spécial 2025, les épisodes 52 et 1, je crois. Là, on est bon. Ce soir, je prépare l'épisode 4. J'espère me mettre à jour aussi sur ce que j'ai lu cette semaine pour l'instant. Et tout roule comme sur des roulettes. On est parti. C'est tout droit. J'aurais dû faire ça ce week-end, mais je me suis pas motivé. J'aurais voulu faire ça lundi soir, mais j'avais zéro connexion. Le Wi-Fi tenait pas une seconde. Et la 4G dans mon appart est catastrophique. Donc bah heureusement que j'avais des podcasts enregistrés d'avance et que j'avais Metroid Prime qui m'attendait encore sur ma Switch 2. Parce que sinon la soirée aurait été un peu longue. Hier j'ai pas eu le time. Mais ouais, ça fait plaisir d'être à jour. Même, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'épaule en vrac. Ça fait 2 semaines que j'ai mal à l'épaule. Assez régulièrement. Pas tous les jours, mais pas loin. Et depuis hier, ça me gêne beaucoup. Alors je peux bouger facilement, et ça fait pas vraiment mal, mais je le sens, tu vois, que ça a été genre 2-3 fois plus lourde. Mais ça m'a pas empêché de grimper hier. Et de réussir un bloc qui m'embêtait depuis un petit moment. Je suis content d'avoir passé au tout dernier essai de la séance en plus, donc quand j'étais pas non plus au maximum de ma forme. Ça c'est cool. Et pour cette semaine, bah on va continuer tranquillement nos petites découvertes petit à petit, en parlant directement, je l'espère. Compétition samedi. J'espère pouvoir continuer un peu Metroid Prime, faudrait que j'avance un petit peu. Et pourquoi pas regarder des séries ou des films, ça fait un petit moment maintenant. Mais bon, bah je traîne sur YouTube 1 milliard d'heures par jour, c'est compliqué. Hop là, en toute discrétion. Et pour la millième fois, vous parlez des lives ou quoi? Non, 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 bah ça se rapproche, j'ai envie, j'ai testé la connexion, ça a l'air de marcher. Donc techniquement, reste plus qu'à se motiver et à se libérer de cet épisode qui traîne. On verra bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 38 de Anta Anta, comme disent tous les whips bien sûr, avec une couverture assez nulle et très mensongère, hein, parce que, comme l'indique Togashi dans son petit message sur le rabat, Gon n'apparaît pas dans le volume. C'est juste que, ben, comme on est sur un arc qui a maintenant 10 ans, que c'est 3 ans après le dernier volume, il fallait aider la série à repartir un petit peu en librairie. Donc, on met le personnage principal, pour ceux qui ont un peu mis de côté, tu fais «Oh!» Et en fait, bah, il est pas dedans du tout, et c'est pas un bon tome du tout. Parce que déjà, il n'est pas aidé par le fait d'être sur un arc qui a 10 ans au total, et pour seulement genre 4 ou 5 volumes, qu'il arrive 3 ans après le volume précédent, et que c'est des chapitres que j'avais déjà pas spécialement aimé sur Manga Plus. Ça, c'est pas cool. Alors, selon mon fichier, c'est des chapitres qui datent de fin 2022 pour les premiers. Je l'avais classé 6ème sur 8, 5ème sur 9, 10ème sur 10, 6ème sur 8, 2ème sur 8, 3ème sur 9,
et les chapitres début 2023 qui ont fait suite. Premier sur 9, cinquième sur 8, cinquième sur 7 et septième sur 10. Mais bon, c'était à l'époque où il y avait l'horrible Black Clover, l'horrible Mashle, One Piece est dans une mauvaise passe, Jujutsu Kaisen dans une mauvaise passe. Donc il y avait quand même... ça veut pas dire que Hunter x Hunter était à un bon niveau. Parce que oui, j'avais pas aimé sur Manga Plus, sauf la partie flashback, comme je l'ai dit, il y a 2 chapitres où j'avais mis une excellente note. Pourtant, dans ce volume-là, je m'y retrouve pas spécialement. Je ne suis plus dedans du tout, dans les personnages, dans les enjeux, dans quoi que ce soit, alors que c'est l'arc le plus chargé de la Terre, en personnages dans tous les sens. Ce volume-là est très centré sur une guerre entre 3 gangs dans ce gros bateau. 3 gangs dont 2 ont un nom très similaire, ce qui n'aide pas du tout à se libérer de ça. Je crois qu'il y a Sha'a et Shei, un truc comme ça. On aurait pu avoir des noms un peu plus séparés, ça aurait été plus pratique. Et j'ai compté, dans ce volume-là, on nous présente 21 encarts de personnages avec le nom, le type de naine, l'âge, le niveau, parce que c'est lié à un pouvoir qui donne des niveaux, voilà, et le métier. Togashi, espèce de monstre malade. Tu as un rythme de travail compliqué parce que tu n'es pas en forme. Tu te lances dans un arc gargantuesque qui semble clair dans ta tête et qui doit être intéressant en pouvant lire les 5 ou 6 volumes d'affilée, et pas 5 ou 6 volumes une fois, deux, en lisant les chapitres sur Manga Plus. 14 princes, tous les gardes du corps, leurs pouvoirs, plein d'idées différentes et de clans différents là-dedans. La brigade, 3 gangs, et là tu nous ajoutes 21 personnages qui ne servent à rien et ne vont sans doute jamais servir à rien. Je pense que ça humanise un peu les gangs d'avoir ces fiches personnages, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Si ce n'est pour surcharger au max. Et en parlant de surcharger au max, c'est pas agréable à lire parce que les pages, t'en as des tartines de texte. Quand je lisais un chapitre par semaine, ça me prenait une demi-heure, donc plus longtemps que les 9 autres chapitres du Jump réunis, mais ça passait. En lire 10 d'affilée, ça m'a pris 2 soirs, c'était long, c'était chiant, fallait être concentré, c'était pas agréable. Alors qu'il y a quand même des petits moments un peu stylés au début. Hisoka, qui est un sacré collectionneur d'aura dans tous les sens, qui a plusieurs moments très cool. Ce qui touche à la brigade est plutôt pas mal. Ils ont des bonnes réflexions, ils sont demandés par les autres pour les aider, mais en même temps ils peuvent faire basculer la guerre d'un coup. Donc c'est un sujet très sensible. C'est cool. Inrigi, le chef d'un des clans, je ne pourrais pas vous citer lequel, il est plutôt sympa, il est présent, il a une bonne énergie, il essaye de se faire des alliés de la brigade. Le reste, c'est juste très lourd et pas agréable. Ensuite, on a le fameux flashback de la brigade, qui était un excellent moment en lecture sur Manga Plus. Là, ça l'a été pas. Ça sort absolument de nulle part. J'ai trouvé ça très plat. Faites qu'un personnage subisse une grosse difficulté, dira-t-on en flashback, dit que c'était trop évident sur Manga Plus. Tous les personnages qu'on suit dans le flashback, c'est la brigade, la brigade, la brigade, la brigade, la brigade, et un personnage qu'on connaît pas. Donc t'es en mode, bon, pour passer d'une brigade gentille, comme dans le flashback, à une brigade méchante, comme ce qu'on connaît, et s'il y a un personnage de moins, on sait à peu près où ça va. Là, je me suis même pas posé la question, parce que j'avais plus les personnages en tête. Et je pense que c'est ce qui m'a fait décrocher même du flashback. Parce que sinon, oui, c'est bien hein, d'humaniser la brigade qui a vécu tristement et pauvrement, mais en se soutenant et avec l'esprit d'initiative de Kuroro, est bien parti vers l'avant. Puis, parti dans une très mauvaise direction quand ils ont subi une grosse difficulté. C'est important, c'est mignon, mais déçu par rapport à mon ressenti précédent et sorti de nulle part. Et après tout ça, on retourne dans les étages supérieurs avec les princes et Kurapika,
Et c'est pas mieux, hein, niveau clarté des sujets et nombre de personnages et enjeux. On a trop de choses pour ce rythme et pour la lecture d'Hunter x Hunter qui devient de plus en plus dur à chaque fois, parce que je suis de moins en moins dedans. Donc c'est un C d'encouragement, parce que je sais que ce sera mieux dans une éventuelle relecture, mais le moment était pas bon. Il était long par contre. Aïe aïe aïe, l'enchaînement est terrifiant. Je viens de donner un C à un volume d'Enta Enta, et là, on va parler du premier volume de Pokémon Écarlate et Violet, et la note va être un peu plus grande. C'est évidemment super léger et super enfantin, parce que bon, le scénario du jeu Pokémon Écarlate et Violet n'est pas très poussé, mais il y a de quoi faire avec les 3 quêtes principales et avec les personnages plutôt réussis qu'on a seulement à la fin du jeu. Si tu construis bien les 3 quêtes et que tu sers des personnages plus tôt, ça peut avoir quelque chose de sympa. Et justement, on a un personnage principal qui est Violet, que je trouve très attachant. Il a un peu été éduqué sans parents, mais comme un prince quand même. Donc il a des certitudes très faussées, mais donc ça le rend très cassé et très attachant. Et surtout, ben, il s'attache super facilement aux gens. C'est des sujets enfantins, hein, c'est pas très poussé, mais au moins il a une personnalité. C'est pas le cas de tous les héros de cette série. Et il est secondé par Pepper, qui a un rôle un peu plus grand que dans le jeu. C'est un bon second, il complète bien ce sujet de parents un peu absents et d'enfants qui se construisent seuls. Il est un peu forcé à être dans l'éducation de Violet. Il est pas content, mais le duo marche très bien pour ça. Parce que ben il l'aide avec amitié et sincérité, même s'il le cache, derrière un peu de mauvaise volonté. Et ce duo va très vite affronter et faire tomber la team star de type Ténèbres. C'est rapide, les combats sont faciles de fou et n'ont aucun intérêt. Mais j'ai bien aimé. Alors je sais même plus si c'est dans le jeu, je me souviens plus entièrement du scénario. Mais le fait que le directeur enquête sur le passé de l'école, parce qu'il y a une période qui a 100% disparu, c'est très cool. Tu vois, les élèves veulent pas en parler, tout le chaptel de prof a changé, cette période-là a été effacée de tous les historiques. C'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé et comment on a pu arriver à des élèves qui veulent. C'est même pas qu'ils veulent plus aller à l'école, c'est qu'ils veulent plus avoir de contact avec les adultes carrément. C'est intriguant. Et de l'autre côté, parce qu'on suit deux duos en parallèle, c'est très intéressant, ça évite d'être redondant et ça rend le tome très efficace. On a Menzi, donc le rival de base dans le jeu, qui justement cherche des rivales parce que c'est la plus forte de l'école depuis un bon moment et qu'elle s'ennuie de fou vu son niveau. Déjà une bonne base. Et ce personnage très ouvert qui veut juste une rivale pour pouvoir se battre dans tous les sens tombe sur Écarlate, qui est efficace, qui a son propre objectif de son côté et qui pour le faire est très fermé et solitaire. Les deux duos sont très dysfonctionnels, mais très attachants et très bien. On a un sujet autour de la fatigue constante de Menzi, parce qu'elle d'Écarlate, parce qu'elle va très vite vers son objectif, quitte à sacrifier pas mal de choses. Les deux sprintent la première arène, encore une fois, combat inintéressant, et fin du volume. Mais en vrai, j'ai passé un bon moment. Les persos sont pas spécialement archétypaux, mais surtout centrés sur un seul trait, mais qui est suffisant pour les rendre cool et les différencier des précédents qu'on a pu avoir et qui parfois étaient inexistants. Les 4 sont bien vivants, on a deux duos assez cool, ce qui permet de bien rythmer les 3 sujets en les faisant alterner par les duos ou alterner entre eux simplement. C'est un ensemble plutôt solide.
À voir sur la longueur, si c'est pas trop facile ou si ça a varié. Mais le volume 1 lui-même, j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Pokémon Écarlate et Violet. Très vite dans ce volume-là, les duos sont mélangés. Du moins, c'est plutôt que les duos, soit par volonté, soit en forçant un petit peu, sont séparés. Et Pepper et Menzi se retrouvent ensemble par la force du hasard. C'est pas le duo le plus intéressant parce que c'est littéralement les deux personnages les plus positifs et basiques. Mais c'est rigolo. Les deux parlent de leurs problèmes communs ensemble, qui est le personnage avec qui elles font duo. Ça marche bien, c'est Mimi. Ça affronte le dominant Craparois. Bah rien à dire. Ils le poursuivent. C'est chiant parce qu'ils se cachent. Yay, ça c'est fun comme sujet. Ouais, bravo les dominants, c'est trop intéressant. C'est cool parce que ça apporte physiquement au résultat, vu que Miraidon, le Chiang, vont mieux grâce à ces sujets-là. Mais alors, les combats et tout ça, ça apporte rien au personnage, parce qu'il y a pas de difficulté. Ils affrontent l'arène 2, ça roule tout seul. Il y a un sujet de fond sur l'art, mais c'est un peu traité de manière naze. Genre, Akarat fait tout et n'importe quoi, et à chaque fois, l'autre, il est en mode «Ouah, l'esprit d'art, trop bien!» ouf. Alors qu'elle réfléchit juste très mal. C'est pas très poussé comme sujet, c'est pas très intéressant. Derrière, un autre dominant, ça raconte pas grand chose de plus. Et direct, l'arène 3, déjà 4 grosses étapes des 3 sujets principaux, et pas grand chose d'apporté. Pourtant, le combat de l'arène 3 est un peu plus cool. T'as Écarlate qui force un peu à changer son caractère et qui dévoile sa gentillesse profonde pour faire plaisir à Machine et à son... Mais du coup, ils ont vraiment fait 2 jeux d'affilée avec une championne streameuse, et dans les 2 jeux, c'est une championne de type électrique. Parce que pour streamer, il faut de l'électricité, hein, donc c'est logique. Hein. Waouh, vous avez fait tellement d'efforts, c'est fou. Mais ouais, deuxième volume, un peu en deçà. Les combats sont trop faciles et malheureusement, bah, c'est beaucoup le sujet là, vu qu'il y a 4 étapes principales, au lieu de seulement 2 dans le volume précédent. Et bah, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Dans Pokémon, c'est normal. Au niveau des personnages ou de leur dynamique. Mais en même temps, ben, pour l'instant, ils fonctionnent bien et les persos aussi. C'est drôle, ça s'enchaîne bien, on passe un bon moment, mais en réfléchissant derrière et en voulant en parler, c'est plat et automatique. Un peu bah, comme les jeux Pokémon en fait. Serait-ce un hasard? Ensuite, j'ai lu le volume 3 de Pokémon Écarlate et Violet. Encore une fois, il y a 2 objectifs dans ce volume, comme dans le premier, et ça le rend plus efficace que le deuxième où il est très enchaîné, tu vois, avec pas le temps de faire grand chose d'autre. Parce que là, les personnages sont un peu plus intéressants, un peu plus vivants. Les duos se cassent un peu, ça bouge dans tous les sens, les personnages ont des objectifs différents, et qui peuvent même être cachés aux autres et découverts après, c'est assez cool. Parce que Écarlate, par exemple, sert un peu plus d'antagoniste dans ce volume-là, parce qu'elle aide la Team Star de type feu de manière détournée, parce qu'elle a une dette envers eux, même si elle aime plus l'état actuel du groupe. Et en plus de ça, elle vole Miraidon. Pourquoi je pense que ça me fait beaucoup rire, j'ai jamais pensé comme ça. Parce qu'elle en aurait besoin pour son objectif. Et bah une fois qu'elle a expliqué, c'est ok, les gens sont ok pour les donner, mais juste bah le fait qu'elle le vole à la base, c'est pas forcément du meilleur effet. Et donc ouais, on a un duo, une dynamique différente. On a Violet et Menzi contre la team. Le combat est toujours pas très réussi, mais ce qu'on apprend est cool. J'aime bien le fait qu'à la base, c'est juste un refuge pour ceux qui sont déjà isolés de base. Ils se rassemblent tous ici, ce qui est un groupe très bien. Mais à force, il y a littéralement les casseurs qui sont venus dans le groupe pour forcer les losers par la violence à les rejoindre.
Ce qui n'est pas trop la bonne mentalité, parce que le but c'est de trouver une nouvelle famille, pas de te la prendre dans la gueule et d'être obligé d'être avec eux. Les enquêtes avancent petit à petit, c'est cool. Même si je me pose une question, parce que là, le chef de la Team Star n'est pas caché du tout. Pour moi, c'était un peu plus subtil dans mes souvenirs. Là, c'est vraiment directement dans ton visage. Dès que l'appel se termine, hop, t'as un plan sur ce personnage-là. Bah, c'est évident que c'est ce personnage. Au moins, ça permettra, je l'espère, de la rendre vivante et importante un peu plus tôt. Mais si c'est juste pour la teaser de manière discrète comme ça à chaque fois, c'est pas nécessaire, je pense. Et depuis tout à l'heure, je me plaignais que c'était un peu trop facile. Et justement, on a un autre duo, donc Pepper et Karalat, qui vont affronter un dominant et qui sont en difficulté. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup dans la fuite et dans l'analyse de ses mouvements, parce qu'il est censé se rapprocher des épices qu'il recherche. Et à la fin, on a enfin les 4 personnages qui se rassemblent, et ça peut donner un cocktail très intéressant à voir comment le groupe s'en sortira dans la suite. Je suis pas sûr qu'il reste tout le temps à 4, parce que niveau objectifs différents et caractères incompatibles, on se pose assez haut. Mais c'est cool que ça soit vivant et que ça tourne un peu. Et en vrai, bah, encore une fois, c'était un moment sympa et un peu plus poussé que le volume précédent. Ensuite, j'ai lu Pokémon La Grande Aventure, Ruby Omega et Saphir Alpha. Et c'est dans cette histoire. J'ai plutôt aimé les volumes de La Grande Aventure jusqu'ici, parce que ça a apporté des bons compléments et des bons sujets en plus par rapport à des premiers opus qui étaient assez light du côté du world building et des personnages, mais que sur les dernières générations, depuis X et Y, depuis C'est plus la grande aventure, c'est moins pertinent. On suit un peu plus les jeux, ça apporte pas grand chose, les personnages sont lisses, et c'est pour ça que l'enchaînement est bizarre. J'ai passé un bon moment sur Écarlate et Violet, mais un moment plutôt moyen sur Rossa, parce que ben on retrouve un volume double voire triple, donc c'est très gros et très long à lire. C'est même trop long à lire, parce que le volume est très chargé, ce qui est plutôt une bonne chose pour pas s'ennuyer, mais très bordélique également, ce qui est bien chiant. Techniquement, les personnages et le propos derrière, c'est plus vivant et plus profond qu'Écarlate et Violet, mais c'est beaucoup trop lourd et assez désagréable. Je n'ai plus les personnages en tête. Ruby, Saphir et Emerald, je vois qui c'est. Me rappelle plus le caractère de leur arc ou de leurs objectifs précédents. Et tous les personnages secondaires, aucun souvenir. Donc là, les voir revenir, pardon, ça ne me fait rien. Je suis en mode, bah, c'est qui? Pourquoi tout le monde est là? Il y en a beaucoup là, vraiment. Mais mon gros problème, c'est les personnages principaux. Ruby est intéressant. Il essaye de tout gérer tout seul pour mettre personne d'autre en danger. Parce que c'est un des premiers à apprendre que la fin du monde est dans 10 jours. Ce qui est un sujet plutôt dur à porter. Le mieux pour lui serait de pouvoir en parler à d'autres personnes pour pouvoir partager le poids. Mais bah, ça serait trop dur pour lui de mettre du poids sur les épaules des gens. Donc il faut faire tout garder pour lui, essayer de tout gérer. Donc il fait des recherches, il essaie de chercher à la fois une solution scientifique liée à l'argent ou alors une situation mystique et naturelle en allant parler à 2 alliés différents, dont un qui découvre. Voilà, tu vois, il avance, il enquête, il se passe des choses. T'as Saphir qui est juste mise de côté, donc elle est super lisse. Mais vu qu'elle apprend à la fin du volume ce qui se passe, qu'elle en perd la voix et qu'elle va en direction du côté scientifique que Ruby a semblé lâcher, ça va sans doute bouger et être intéressant par la suite. Et on a Emerald, Épice, et c'est tout ce qu'il fait dans ce volume. Et malheureusement, Emerald, c'est déjà un des points faibles de Rouge Feu Vert Feuille Emerald. Ce personnage est désagréable. Voilà. Et donc, en plus de cette fin du monde qui arrive, de ces 3 personnages qui ont ces mécaniques-là, on a des journalistes qui mènent l'enquête avec Absol pour essayer de comprendre cette fin du monde et les réactions bizarres de Ruby.
On a le clan Météor qui est pas d'accord avec le personnage qui a rencontré Ruby et qui sont liés forcément à cette attaque qui arrive. On a Upa qui arrive, qui est mystérieux, qui est collé à Emerald, super, et qui envoie les personnages n'importe où. On a les teams Aqua et Magma qui sont de retour grâce à deux des admins qui font alliance, qui sont prêts à tout pour récupérer leur boss, qui sont pas avoir trouvé les vrais boss, peut-être des boss d'un autre univers. Tadana. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses, que c'est trop chargé, et que j'aurais passé un meilleur moment en enchaînant ça avec les autres volumes de la grande aventure, et pas aussi tard, après avoir vécu tant d'autres aventures dans Pokémon et m'être éloigné des précédentes. Donc un C. Ensuite, j'ai lu le volume 11 de Dan Dan, et c'est encore et toujours un excellent moment. J'aime beaucoup le début de cet arc des aliens globalistes. Quel super nom d'arc. On retrouve Momo et le Serpo qui l'a aidé, bien en difficulté tous les deux après leur combat, où Momo a débloqué un power-up, parce que jusqu'ici elle savait se défendre et savait se battre, mais surtout par l'intelligence, une fois que ceux qui se battaient vraiment avaient essayé de se battre. Là maintenant, elle pourra se défendre un peu plus. C'est intéressant de voir les deux personnages essayer de se faire confiance parce qu'ils ont vraiment des objectifs très différents depuis le début du manga. Et donc les voir essayer de s'appréhender et bosser ensemble, c'est intéressant. Ça fait peur, hein. Il y a un des deux personnages qui essaie de faire des mauvaises crasses quand l'autre dort, ce qui est pas une super chose. Heureusement, les deux doivent faire face à Reiko, donc l'esprit qui frappe toutes les nuits et qui est terrifiant. Ça fait moins peur que l'utilisation qu'elle a eue de l'amour pour Okarun la nuit d'avant. Mais c'était une attaque plus frontale, qui marche bien, et la défense est cool. Et ensuite, le lendemain, j'ai été choqué par une planche. Ça arrive assez rarement que je m'attarde vraiment sur les dessins. Moi, je suis un humain de l'intrigue et des personnages. Je sais apprécier un dessin et à peu près catégoriser entre un dessin beau et un dessin moche, dira-t-on. Mais là, il y a une planche qui était terriblement lourde, je me suis arrêté en mode ah ouais. Parce que quand Momo rentre chez elle et qu'elle découvre l'état de ses potes qui ont aussi dû faire face à des aliens d'un coup sans être au courant, ouh, ça fait mal. Et évidemment, ça fait mal pour le personnage aussi, qui va déverser toute sa colère et sa tristesse contre Vamola, qui... On se pose des questions dessus depuis le début, mais elle agit quand même de manière très naïve et mignonne sur Terre, donc c'est dur de voir autant de violence contre elle tant qu'on n'a aucune preuve. Et justement, la bande, quand elle se réveille, débat très fort sur Vamola, parce que, ben, il y a d'un côté la présomption d'innocence, et d'autres qui sont plus en présomption de culpabilité. Et le débat est arrêté de manière très cool par un Okarun au plus bas de sa forme qui a dû mettre sa vie en danger rien que pour arrêter le débat. Oui, oui, oui. Et derrière, on part pour 5 jours d'entraînement grâce à une base Serpo avant que les aliens reviennent attaquer. L'entraînement est turbo évident grâce aux équipements Serpo, mais il reste sympa. L'énergie entre les personnages, notamment la première nuit ensemble, puisque Momo a toujours son problème de Reiko, qui fait du bruit, qui l'empêche de dormir, qui envoie des mauvais messages. Mais cette fois, elle peut compter sur l'aide de Gigi, qui se sert de ça comme d'un entraînement, mais qui l'aide toute la nuit. C'est très mignon, c'est un super duo, les deux s'apportent beaucoup l'un à l'autre, et ça fait un peu mal à Okarun, qui devient un fantôme, qui se déplace dans les lignes téléphoniques pour aller chercher de l'aide. C'est très complet, c'est très fun, c'est très dramatique, il y a des personnages dans tous les sens, c'est très rythmé.
Dandadan, c'est toujours une qualité de fou. J'adore ce manga. Et enfin, j'ai lu le volume 24 d'Undead Unluck. Ça fait bizarre pour plusieurs raisons. Ça fait déjà quasiment 10 tomes qu'on a changé de boucle et qu'on est sur une balade un peu tranquille. Mais surtout, ben, après celui-là, il reste plus que 3 volumes qui contiennent tous les 3 l'arc final qui va s'enchaîner à grande vitesse. Ça fait bizarre quand c'était le manga qui a gardé les premières places du classement depuis que je l'ai découvert sur Manga Plus en fin 2021, quand ça a commencé à être en français. Ça fait bizarre de se dire que je vais plus y toucher pendant bien longtemps. Parce que bon, fin 2021, je lisais chapitre 1 par semaine. Ensuite, j'ai commencé à lire les tomes 1 tous les 3 mois, un truc comme ça. Puis les chapitres sont arrêtés, et là on va s'approcher de la fin des volumes aussi. Après, ça fait un moment que c'est moins exceptionnel, et à la relecture, ou comme ça, c'est un peu moins bien. Ou alors, c'est juste que comme c'était dans le Jump, et tu lisais qu'un chapitre comparatif par rapport aux autres merdes du Jump, ça paraissait exceptionnel. Parce qu'on est quand même un peu en deçà. Là, on a la fin du combat entre Nico, Ichiko et Feng d'un côté et Language de l'autre. Nos 3 héros partent tous les 3 à fond dans la science, ce qui était leur but au tout début du combat. Mais grâce à leur confiance, à leur évolution et à leur imagination bien plus poussée, ça marche grandement mieux. La fin du combat est très belle, très joli cadeau final de la part de Language, qui était juste purement jalouse de ce que pouvait vivre Nico. C'est mignon sa fin, mais c'est mignon. Derrière, petit point sur le plan global, avec Foucault qui veut partager la connaissance et le pouvoir des âmes à tout le monde pour rendre tout le monde surpuissant. C'est vrai qu'ils ont été grave endogés jusqu'ici là, fou, ça serait important d'avoir les âmes, hein. Et présenter le fait qu'il reste plus que 3 camarades à sauver. Kululu, Bunny et Tatiana. Donc le gros du volume est sur le personnage de Kululu. C'est un arc, encore une fois, très original. On a littéralement un tournoi de combat. Ça, c'est pas original et on l'a déjà eu. Parce que c'est un tournoi de combat d'idol. Et ça, c'est original. D'autant plus que la plus grande rivale et la plus grande amie de Kululu, qu'ils essayent de faire tomber tout en protégeant de son danger, c'est la mère de Foucault. Et ça, c'est intéressant. On nous fait un peu une retour à le futur, où Foucault doit gérer ses parents en les découvrant, en comprenant mieux qui ils sont, et en étudiant un peu leur alchimie, leur énergie, pour les remettre ensemble pour avoir un réceptacle en meilleure forme, parce que sinon elle est en train de disparaître. Et elle doit faire ça tout en étant dans un gros combat de rivalité entre sa mère et Kululu, qui est bien cassé et bien aidé par Sol, qui envoie ses pouvoirs et un peu plus à travers Kululu. C'est très dense, c'est original, c'est nouveau. Ça fait un combat hyper original hein, dans les chorégraphies, dans l'idol, dans le retour de situation sur le pouvoir, dans la découverte des parents et de leurs secrets qu'ils n'avaient jamais dit à leur fille. C'est drôle, c'est mignon, c'est dans les sentiments. Et bah, mon problème, encore une fois, c'est que on a Foucault qui est surprise tout le long parce qu'elle connaît pas vraiment ses parents à ce point. Elle les connaît que en tant que parent, pas en tant que personne pleine de rêves, qui se cherche encore, qui a pas trouvé son âme sœur. Donc, c'était le moment de la mettre en difficulté parce que c'est que des choses qu'elle pouvait pas avoir connaissance. Et au final, ben, elle n'est pas en difficulté parce que ses parents s'aiment déjà de base et ben qu'ils gagnent facilement tout seul à la fin. Et c'est dommage de refuser autant de mettre ces personnages en difficulté. Même quand tu crées la situation parfaite pour et que t'ajoutes des obstacles en plus par-dessus, tu les enlèves tout seul. Derrière, on reparle de Remember, qu'on promet d'utiliser, parce que ben, même si on a eu des complications dans la boucle précédente, là on s'est tous tellement soutenus, tous tellement aidés pour que personne n'ait de problème, que même avec les souvenirs précédents, ça ira très bien, on sera les plus puissants. Allez, ça roule.
Et il reste donc Tatiana. Parce que oui, là dans les dialogues, ils ont sauvé Bunny, qui, ils ont rien à dire dessus. Mais bon, elle n'était pas existante non plus dans la boucle précédente. Donc le personnage, on pourrait peut-être le retirer, tout simplement. Je pense qu'il y avait moyen de faire ça avec pas mal de personnages. Pour peut-être faire moins de sauvetages différents, mais les rendre tous un peu plus intéressants. Parce qu'il y a des personnages qui n'ont pas existé dans la boucle précédente, parce qu'ils n'étaient pas dans le même groupe que les autres, et qui dans cette boucle-là n'ont pas le temps d'exister. Peut-être qu'il aurait fallu faire un petit tri. Et donc on découvre Tatiana, elle a une vie de grande star, elle a pas beaucoup de temps libre et pas beaucoup de choix, mais elle est super gentille. Même quand elle est pas beaucoup libre, ben elle est prête à aider une enfant qui est perdue. Voilà, c'est tout ce qu'on a le temps d'apprendre dans cet arc, pour l'instant. Alors oui, j'ai dit beaucoup de trucs négatifs, parce que je soulève tout ce qui me dérange un peu. Hein, la facilité dans tous les sens, ça fait un moment maintenant. Des personnages qui sont bien trop nombreux. Tout le monde est heureux. C'est le but de cette boucle, j'ai bien compris, merci. Mais peut-être que ça aurait été plus efficace avec moins de personnages pour les rendre tous un peu plus mémorables. Ou alors doser mieux pour équilibrer la globalité. Genre ceux qu'on a plus mis en avant, moins les mettre en avant là. Ceux qui ont vraiment extrêmement changé. Mais ceux qui n'ont pas été mis en avant, les faire disparaître ici, c'est pas pertinent de fou. Et pourtant, bah, j'ai passé un bon moment. Parce qu'en vrai, chapitre par chapitre, c'est efficace. C'est dans la globalité, c'est un petit peu dommageable. Et voilà qui termine notre épisode du jour de la lumière pop de la semaine. Ça fait bizarre d'être à jour et de se dire que là, j'ai le temps. Genre, il faut pas que j'enregistre encore 1 heure et demie demain pour pouvoir me mettre à jour à nouveau. Là, j'avais rien enregistré depuis quasiment une semaine maintenant. Et ça passe. Je vais quand même continuer d'enregistrer pour parler des 2 volumes que j'ai lus pour l'instant cette semaine. Que ça, bah, je serai plus tranquille la semaine prochaine, j'aurai pas à m'en soucier. Et je préfère enregistrer 5-10 minutes par jour que là, un gros bloc de 1 heure. Ça me paraît un peu plus raisonnable. Et ça me libérera le temps pour faire d'autres trucs en tant que Komorebi. On connaît on connaît ces phrases. Non, mais j'espère être de retour avant les saisons de live, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à vous abonner si ça vous a plu ou à lâcher un pouce bleu. On se donne rendez-vous dimanche 8 février à 15 h pour l'épisode de la semaine 5. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt.